sur le jeûne, on a à la fois pas mal d'informations sur un peu ce qui se passe dans l'organisme et à la fois peu d'informations sur les effets à long terme parce que c'est difficile de faire des études en disant voilà, vous allez faire du jeûne pendant 10 ans puis on va voir ce que ça donne. À court terme, il y a 3 phénomènes qui entrent en jeu. Première chose, c'est qu'on a une baisse calorique. AVS avec Philippe Robichon. Tiens, je vais remplacer le S de santé par sport ce matin. Tiens, à votre sport. D'ailleurs, le sport, c'est bon pour la santé. On va parler du sport et de la pratique du sport pendant le mois de Ramadan avec Fabrice Koun qui est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes médecin du sport. Vous avez suivi les équipes de France d'haltérophilie pendant 10 ans. Vous êtes vous-même un athlète de haut niveau. En tout cas, vous faites du triathlon long, longue distance. Vous êtes ce qu'on appelle un Ironman. Oui, on va dire assidu plutôt que haut niveau, mais oui... Longue distance, triathlon longue distance, voilà. Puis un peu de course aussi longue distance. Un peu, voilà. Ouais. En gros, vous faites combien d'heures de sport par semaine ? Ça tourne autour de 12 heures de moyenne par semaine. Oh my God. En associant natation, vélo et course à pied, bien sûr. C'est bien d'avoir de temps en temps un docteur qui sait de quoi il parle. On appelle ça la congruence. Patrick Soulaille est avec nous aujourd'hui. Patrick, je rappelle que Fabrice Koun a écrit un livre qui s'appelle 101 recettes pour les sports d'endurance aux éditions Thierry Soucard et que vous avez un blog sport, santé et performance également avec énormément d'informations dessus. Alors je vous ai envoyé, docteur Koun, enquêter sur ce que disaient les études sur la pratique du sport pendant le mois de Ramadan. Et vous-même qui pratiquez le jeûne assez régulièrement, quand vous avez voulu mesurer l'impact du jeûne intermittent sur les pratiques sportives, vous êtes tombé sur des études qui parlaient du jeûne du mois de Ramadan. Oui, il y a pas mal d'études en fait qui ont été faites parce qu'il y a pas mal d'athlètes finalement qui pratiquent le Ramadan. Donc ça a intéressé beaucoup de scientifiques. Donc il y a des publications sur un peu tous les sports, donc l'endurance, mais aussi le foot, le judo. Donc il y a vraiment pas mal d'études sur le Ramadan. Bon, le problème de ces études, c'est que finalement, il y a peu de groupes contrôle. En fait, on prend des sportifs qui font le Ramadan, on regarde un peu ce qui se passe, mais on ne fait pas une étude scientifique où on va faire un programme d'entraînement chez des sportifs qui suivent le Ramadan et d'autres qui ne le suivent pas, où il y en a très peu. Donc voilà, on a des études observationnelles surtout. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si la pratique de jeûne pendant un mois, comme celui du Ramadan, ça peut s'inscrire dans une stratégie de périodisation nutritionnelle ou d'entraînement, finalement. Oui, c'est ça qui m'intéresse, c'est finalement voir comment on peut s'organiser autour de ça. Et donc là, on associe 2 types d'études. Il y a des études sur le Ramadan et il y a des études sur le jeûne intermittent non rituel. Donc là où on a le droit de boire de l'eau. Et finalement, on essaie de trouver un petit peu les solutions en fonction de ces 2 choses-là qui se rapprochent assez, avec quelques différences. Alors, on va essayer de répondre ce matin aux questions qui se posent le plus souvent. La première, c'est quel est le meilleur moment pour faire du sport pendant le mois de Ramadan ? Est-ce que c'est le matin ou le soir ? Donc, il y a 2 écoles. Et il y a une question qui revient énormément, c'est comment sécher pendant le mois de Ramadan ? Alors ça, c'est incroyable. Comment sécher ? Perdre du poids ? Ouais, c'est ça. Mais devenir sécher, plus sec. faire une sèche. Faire une sèche. Alors en fait, simplement, il faut comprendre que quand on fait du jeûne intermittent, peu importe la façon dont on le fait, donc le jeûne Ramadan est un jeûne intermittent, on a des modifications métaboliques. En fait, l'organisme va être obligé de fonctionner différemment parce qu'il n'a pas autant d'apport calorique. Souvent, il y a une diminution de l'apport calorique. En moyenne, c'est autour de 20%. Parfois, il n'y a pas de diminution de l'apport calorique, mais c'est autour de 20%. Et donc, l'organisme apprend à fonctionner différemment et il a ça ancré dans ses gènes. Première chose, c'est qu'il va fabriquer des cétones, c'est-à-dire un produit dérivé des corps gras. Et donc, c'est un système qu'on avait hérité de nos ancêtres pour fonctionner en cas de famine et parce qu'on n'avait pas à manger tous les jours. Et donc, on apprend à utiliser notre gras facilement. Donc, la première chose qu'on observe chez ces gens qui pratiquent le Ramadan, c'est une tendance à utiliser plus de gras pour les mêmes activités. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ça veut dire que l'organisme tape d'abord dans les gras, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on marche, enfin, notre organisme, il fonctionne tout le temps en utilisant un mélange de carburants, à la fois des glucides et des lipides qui varient en fonction de l'intensité d'effort, en fonction de ce qu'on a mangé avant. Et en fait, quand on fait du jeûne, on va orienter ça vers la consommation privilégiée du gras et on diminue un peu l'utilisation des glucides, c'est-à-dire des sucres, pour faire simple. Vous dites alors vous expliquez que, en fait, pour le corps, jeûner, c'est un stress. C'est un stress, oui. Enfin, vous expliquez ça. Surtout quand on mange 3 fois par jour et qu'on a l'habitude de s'alimenter régulièrement. Donc, il est stressé. Expliquez-nous comment l'organisme
s'habitue et s'adapte justement à cette période de privation? Alors, la première chose qui se passe, c'est que comme on est privé pendant quelques heures de glucides, la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, diminue. D'accord ? Donc, l'insuline derrière va diminuer et tout ça, ça va enclencher des cascades d'adaptation biochimique avec des modifications hormonales, des modifications de fonctionnement. Comme l'insuline baisse, l'insuline, c'est l'hormone de stockage, donc elle fait que quand elle est élevée, l'organisme, il perçoit le signal, j'ai plein de sucre, il fait quoi ? Il le met en réserve. Comme il le met en réserve sous forme de graisse. D'accord ? Donc, on freine l'utilisation du gras. Donc, quand vous mangez des glucides, vous freinez l'utilisation du gras. Là, vous n'en avez pas mangé depuis quelques heures, donc l'utilisation du gras va augmenter progressivement. Et donc, à terme, on consomme plus de gras. Et c'est pour ça qu'on est capable de vivre, entre guillemets, sur nos réserves. En fait, c'est nos réserves de gras dont on a énormément de stock pour la plupart d'entre nous. Même les plus fins d'entre nous. Même vous ? Même moi. Ouais. Alors, comment est-ce que le corps, l'organisme, apprend à se déshydrater ? Alors, en fait, notre organisme est perturbé par la déshydratation, mais pas tant qu'on le croyait avant. C'est-à-dire qu'on est capable de tolérer 2 à 3% sans baisse des performances sportives. Donc ça, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on connaissait avant. Mais notre organisme, il apprend à faire ça. En fait, quand il va se déshydrater, la chaleur va monter un petit peu, et tout ça, ça va enclencher des adaptations biochimiques qui font qu'on va être capable de transpirer mieux. D'accord ? Et quand on transpire mieux, on élimine mieux la chaleur, et on va perdre un peu moins de sodium. C'est-à-dire que notre transpiration est plus diluée, il y a moins de sodium dedans, et du coup, on se déshydrate moins parce qu'on conserve les minéraux. Donc notre transpiration est d'une meilleure qualité. Notre transpiration est d'une meilleure qualité. Et plus rapide en fait. Est-ce que ça veut dire qu'on transpire moins ? Ça ne veut pas dire qu'on transpire moins. Au contraire, on transpire plus et on transpire plus vite. Mais par contre, notre transpiration est plus efficace et notre température corporelle monte moins. Parce qu'on garde du sodium. Parce qu'on garde le sodium. Ok. Du coup, ça explique parce que je me posais toujours cette question pendant le mois du Ramadan où quand on fait du sport, on est obligé de s'adapter. Moi, par exemple, je suis de l'école de ceux qui vont faire du sport juste avant de rompre le jeûne. Pas le matin, mais avant. Et souvent, je remarque qu'en termes de performance pure, il n'y a pas de grande différence. C'est plus en termes de longévité de longueur de la séance que c'est plus compliqué à gérer. Et là, ce que vous dites simplement, c'est que j'ai jamais remarqué ce phénomène de transpiration, en fait. J'ai jamais... Alors, en fait, la transpiration, elle ne va pas varier en fonction de la journée. Elle varie en fonction des activités. Votre taux de transpiration reste toujours le même, à la même intensité d'effort. Simplement, parce qu'il faut plus de temps pour modifier ça, mais simplement, votre transpiration, elle est plus diluée, donc vous êtes plus efficace. D'accord. Et en fait, ce qu'on remarque sur le Ramadan, et ce que les études remarquent, c'est que durant la première semaine, on est plus déshydraté. Ouais. Et durant les 3 semaines d'après, on est mieux hydraté parce que l'organisme s'est adapté durant cette première semaine. Et donc, c'est une des techniques qu'on peut utiliser avant pour mieux supporter la chose, c'est mieux transpirer, se faire des petites périodes de déshydratation un peu en amont pour être moins perturbé, que l'organisme soit déjà adapté. D'accord. Donc ça, ce sera avant le Ramadan ? Ouais. D'accord. Ça fait partie des recommandations qu'on peut avoir, comme le sommeil aussi, on peut l'adapter un petit peu avant le Ramadan pour du coup rentrer plus facilement dans le jeûne. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez une thermo-training room ? Alors, thermo-training room, ce sont des chambres d'entraînement à la chaleur. Ce sont des salles chauffées, donc à 40-42 degrés, en fait un sauna. En fait, un sauna avec un tapis de course, un vélo, et on s'entraîne dans le sauna. Et c'est des salles qui ont été créées pour les Jeux Olympiques, alors je ne sais plus lesquels, mais Rio, par exemple, où il faisait très chaud, et qui ont été utilisées aussi pour le Japon. Donc, c'est des choses que les athlètes utilisent maintenant un petit peu. Qu'on va utiliser certainement pour la Coupe du Monde de football au Qatar. Hein. Je l'imagine bien, oui. Donc, ça veut dire que là, on soumet l'organisme à un stress, à une chaleur pour l'adapter, c'est ça ? Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, en soumettant le sportif à la chaleur, comme ça, en l'entraînant, il va s'adapter. Comme toujours, quand on fait du sport, on crée un stress et on s'adapte à ce stress. C'est ce qui nous fait toujours progresser en sport. Et ben là, on fait le stress de la chaleur et on progresse, on devient plus efficace quand il fait chaud. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que certaines études ont montré qu'on devenait aussi plus efficace même quand il ne fait pas chaud. C'est ça qui est intéressant avec certains training rooms. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un des paramètres qui nous fait ralentir quand on fait un marathon, c'est la chaleur. C'est pour ça que les meilleurs marathons sont courus en dessous de 10 degrés. Et quand il fait plus,
Notre problème, c'est que 75% de notre énergie n'est pas dédiée au mouvement, il est dédié à d'autres fonctions qui font augmenter la chaleur. Et donc, c'est pour ça qu'on transpire même quand il fait froid. D'accord. Et donc, le but de l'organisme, c'est d'éliminer la chaleur, ce qu'on fait en transpirant. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on se rend compte que s'entraîner à la chaleur est profitable pour les performances en ambiance thermique neutre. Ça fait augmenter les performances, finalement. Globalement, oui. Ouais, globalement. Alors, qu'est-ce qu'on boit pour s'hydrater ? Dans votre livre, il y a pas mal d'idées de boissons, on va dire, réhydratantes. Mais quelle est la base pendant un mois comme celui du Ramadan ? Qu'est-ce qu'il faudrait boire pour les performances des sportifs, encore une fois ? Alors, ce qui est le plus important, c'est de l'eau, mais pas de l'eau seule. Il faut de l'eau et du sodium. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il faut de l'eau et du sodium parce que sans sodium, on ne conserve pas son eau, on va aller uriner rapidement. Ce qui n'a pas gros intérêt. Et encore mieux, c'est de boire son eau avec des aliments et avec des glucides parce que l'assimilation de l'eau est facilitée. Et on va conserver mieux l'eau. Donc ce qui est recommandé souvent, c'est de boire 600 ml d'eau à la rupture du jeûne avec le repas et de boire 1 litre avec le repas, le dernier repas, parce que là, on va avoir du sodium et de l'eau. Celui du matin. Ouais, celui du matin. Le saour. Donc, et de boire 1 litre d'eau à ce moment-là, mais avec du sodium et avec des aliments pour mieux conserver l'eau. Parce que si on boit juste de l'eau, on va aller uriner rapidement et on va moins conserver cette eau. Mais quand vous dites avec du sodium, est-ce qu'une eau naturellement riche en sodium suffit ? Ou alors vous êtes pour une supplémentation ? Alors, une supplémentation, non, mais le sodium, on peut le trouver dans l'eau, une eau minérale riche en sodium, ou dans l'alimentation. Il suffit de manger des aliments salés. Si on mange, par exemple, du riz avec du sel. Du sel ou de la dinde. C'est très bien. C'est très bon. Mais il faut que le riz soit salé, parce que la dinde, ça ne va pas suffire. Mais ça suffit. Ok, d'accord. Ok. Et en cas d'hypertension ? Alors là, on est un petit peu différent. Non, ça, c'est adapté à chacun. Voilà, je dis que c'est pas un conseil à donner à tout le monde non plus. Non, mais j'ai pas dit non plus de saler abondamment. On mange un repas salé normalement. Simplement, c'est vrai que moi, j'en vois certains qui prennent un repas comme ça avec que des glucides et pas de sodium. Dans ce cas-là, on a un problème. Il faut que ça soit un repas salé quand même. On a le pic de glycémie. Ouais. 2 heures après ou 3 heures. Non ? Combien de temps ? Ça dépend un peu de ce qu'on a mangé. Voilà, et on parle de la pratique du sport pendant le mois de Ramadan. On essaye de bousculer certaines idées reçues avec le docteur Fabrice Kuhn qui est avec nous, qui est médecin du sport, qui a suivi les équipes de France d'haltérophilie pendant plus de 10 ans, qui lui-même est un sportif de l'endurance et qui publie 101 recettes pour le sport d'endurance aux éditions de Thierry Soucard. Et je vous conseille la lecture de son blog Sport, Santé et Performance, justement, chez Thierry Soucard. Alors, j'aimerais juste qu'on revienne d'un point de vue médical sur les bénéfices du jeûne. Qu'est-ce que ça fait ? On a parlé de la baisse de la production d'insuline tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça, docteur Kuhn. Alors, en fait, sur le jeûne, on a à la fois pas mal d'informations sur un peu ce qui se passe dans l'organisme et à la fois peu d'informations sur les effets à long terme, parce que c'est difficile de faire des études en disant voilà, vous allez faire du jeûne pendant 10 ans, puis on va voir ce que ça donne. Ce qu'on sait, à court terme, il y a 3 phénomènes qui entrent en jeu. Première chose, c'est qu'on a une baisse calorique. Et donc, avec cette baisse calorique et surtout cette baisse de l'apport de glucides, on a les cétones dont on a parlé tout à l'heure qui vont augmenter. Et ça peut avoir un effet bénéfique sur la santé, avec la mise en place de l'utilisation des graisses plutôt que des glucides. Donc ça, ce sont nos réserves de glycogène. Ouais, qui baissent. Nos réserves de glycogène, c'est le glucide dans nos muscles et dans notre foie. C'est surtout le foie qui influe, là, qui baisse. Et du coup, ça enclenche la fabrication de cétones qui, eux, sont fabriqués à partir des graisses. Et en fait, les cétones sont une forme de graisse qui est allée dans notre cerveau parce que le gras n'est pas utilisable par notre cerveau directement pour fonctionner. Il lui faut une autre source d'énergie. On dit qu'il est glucodépendant parce qu'il marche aux glucides, mais il est capable de marcher avec les cétones, de fonctionner avec les cétones. Et c'est pour ça qu'on a cette fonction naturelle à fabriquer des cétones. Donc ça, c'est un des premiers bénéfices. Deuxième bénéfice, c'est que on va avoir, comme il y a une baisse de la ration calorique, ça c'est un peu plus à long terme, il va y avoir moins de stress oxydant. Qui dit moins de stress oxydant, dit moins d'inflammation. Or, l'inflammation est source de beaucoup de maladies de civilisation. L'inflammation participe aux maladies cardiovasculaires, à la maladie d'Alzheimer, aux maladies neurodégénératives, au cancer. Donc, il y a beaucoup de maladies qui sont influées par une espèce d'inflammation chronique de bas grade qu'on a en permanence. Et diminuer la ration calorique, ça permet d'influer là-dessus. Donc ça, c'est
Deuxième bénéfice. Le troisième mode de fonctionnement, c'est que finalement, on est capable d'influer sur tout ce qui est chronologie, chronofonctionnement de notre organisme grâce à ce jeûne intermittent. Et donc, on va remettre des fonctions en ordre. Notamment, en faisant ça, on va aussi activer l'autophagie. L'autophagie. Alors, ça, j'adore. Expliquez-nous ce que c'est que l'autophagie. L'autophagie, c'est des fonctions naturelles de notre organisme à s'auto-nettoyer, en fait. Nos cellules sont capables d'éliminer les organites, l'ADN, les protéines qui sont altérées dans leur fonctionnement. Donc ça, c'est l'autophagie. Et qu'est-ce qui active l'autophagie ? C'est le jeûne et c'est le sport. Et en fait, c'est là qu'on voit que le jeûne et le sport ont des fonctions similaires, ont des impacts similaires sur notre organisme. Et c'est pour ça que c'est sympa, c'est utile de cumuler les deux en fait et de coordonner les deux. C'est un grand nettoyage de printemps cette année. Voilà, sauf que c'est un nettoyage toute l'année. Mais cette année, c'est le printemps, mais sinon on le fait toute l'année. D'ailleurs, vous, en tant que sportif, vous pratiquez régulièrement le jeûne quand vous le décidez. Voilà, moi je fais deux façons de jeûner. C'est soit je le fais autour de mon entraînement pour rechercher à développer des adaptations intéressantes, parce qu'on sait que quand on baisse le glycogène, donc c'est la réserve de glucides qu'on a mis dans nos muscles, on déclenche des adaptations favorables à l'endurance et à la santé. Les deux, puisque c'est la même chose. Et donc, il faut s'entraîner une première fois, baisser le glycogène, et tant que le glycogène musculaire est en bas, on a ces adaptations qui persistent. Et on fabrique des protéines qui sont utiles à notre santé. Donc, on améliore la qualité de nos mitochondries, on améliore notre utilisation des graisses, et donc on peut sécher comme ça. Donc voilà, ça c'est une façon de faire que j'utilise. Et l'autre façon de faire, c'est que j'ai réussi à sortir du contexte social de l'alimentation obligatoire le midi et le soir. Et il m'arrive souvent, parfois, ça dépend de la saison, du moment, de sauter un repas parce que j'ai pas faim et que je ne suis plus dicté par le social, parce que je vais faire autre chose à ce moment-là. Par exemple, ça m'arrive de travailler le soir, et c'est ce que j'ai fait récemment, et de ne pas manger à ce moment-là, parce que je n'ai pas besoin de passer à table et que je sais que je n'ai pas besoin de ce repas-là, et donc j'en profite pour faire du jeûne. Donc c'est la façon dont je l'utilise. Alors, quelles sont les stratégies, Dr Kuhn, qui s'offrent aux jeûneurs qui sont sportifs pendant ce mois de Ramadan ? Alors, il faut déjà continuer à s'entraîner. On a deux solutions pour savoir quand est-ce qu'on va placer son entraînement. On peut le placer soit le matin, 2-3 heures après le repas. C'est le plus simple, parce qu'on a mangé, on va être en forme, ça va aller. Sauf que si on travaille, c'est un peu plus compliqué. Là, on est sur du 8h30, là, le matin. Enfin, oui, il faut travailler tard. Ouais. Deuxième solution, c'est de s'entraîner le soir. Parce que là, l'intérêt, c'est que l'organisme, il est plus adapté à l'effort. C'est-à-dire que notre organisme, il y a une espèce de chronicité de l'évolution des hormones, chronicité de l'évolution de la température. Et le soir, notre température entre 17 et 18 heures est un petit peu plus élevée, ce qui fait qu'on est plus performant dans les sports, dans toute la pratique des sports, mais surtout les sports à haute intensité. Donc surtout la musculation, surtout la vitesse en course à pied, le vélo, la haute intensité. Sur l'endurance, le matin, on est relativement efficace aussi. Et donc, on peut profiter de ce moment pour faire un entraînement de meilleure qualité. L'autre avantage, c'est que du coup, on va pouvoir récupérer assez rapidement derrière, parce que le repas va suivre. Donc, on a un pic réel. Hein. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous sentez qu'à 17h, vous avez un regain d'énergie, non, c'est pas dans votre tête que ça se passe, c'est réel, c'est hormonal. C'est réel, c'est hormonal. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les finales du 100 mètres, par exemple, se déroulent le soir et pas le matin. Mais du coup, quelle croyance on peut dire aux gens qui nous écoutent, pour ceux qui se disent non, je peux pas faire de sport le soir ou pendant le Ramadan, quelle croyance on peut leur enlever? Là, par exemple, vous avez dit que à 17h, on a plus d'énergie, et en termes de performance, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre pour les inciter à continuer, en fait? Alors, en termes de performance, on sera à peu près similaire. Simplement, c'est la durée qui risque d'être un peu limitée, parce qu'on va avoir un peu moins de réserve énergétique, réserve de glucides. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet indésirable. Le seul truc qu'il faut penser, le seul impact, c'est bien avoir une ration protéique derrière, parce qu'il faut compenser au niveau musculaire ce qu'on a fait. Mais il n'y a aucune contre-indication, on ne va pas faire une hypoglycémie, Alors attendez, ça, l'histoire de l'hypoglycémie, quand vous demandez à des spécialistes si on peut faire du sport pendant le mois de Ramadan, ils vous disent non, vous risquez une hypoglycémie.
normalement, si on a mangé suffisamment à tous nos repas et qu'on a mangé de la qualité, on ne fera pas d'hypoglycémie. Par contre, si notre dernier repas, donc le matin, est de mauvaise qualité et qu'on n'a que des aliments à index glycémique élevé, oui, on va faire une hypoglycémie. Si dans ce repas, il n'y a ni protéines, ni graisse pour ralentir un peu la digestion, et qu'il n'y a que une baguette avec de la confiture, oui, on va faire une hypoglycémie. S'il n'y a que des pâtisseries hyper sucrées, oui, on va faire une hypoglycémie. Par contre, si on se prend un repas de qualité avec un peu de glucides, mais un index glycémique bas, donc un pain complet plutôt qu'une baguette de pain blanc, ou du riz basmati plutôt que du riz bien cuit, enfin, peu importe. Si on y ajoute du gras, donc on peut mettre du beurre, des noisettes, de l'huile d'olive, on va ralentir la digestion. Et encore, il faudrait rajouter des protéines, ça c'est important, parce que le problème, c'est que durant ce mois de Ramadan, qu'on mange souvent que 2 fois, on a que 2 fenêtres pour mettre des protéines dans nos repas, et déjà normalement il en faudrait 3. Donc là on est un petit peu coincé, donc il faut vraiment s'assurer que ces 2 repas aient la ration protéique quotidienne. Donc si on fait ça, on aura un repas de meilleure qualité et on risque moins d'avoir une hypoglycémie. Donc l'hypoglycémie, c'est pas dû au sport, c'est dû au repas du matin. En grande partie, à la bien qualité sûr. de notre repas du matin. Bien sûr. Donc ça n'a rien à Qui est voir trop avec le sport. sucré. Bien sûr. Donc c'est ça le secret. Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'on le répète, mais ce fameux sahur le matin, il doit être de bonne qualité. Et il faut faire un repas normal, en fait. Il faut manger un repas équilibré. Des fruits, des légumes, des glucides, mais aussi du gras et des protéines. Et souvent, le défaut, c'est soit on chasse le gras, et les protéines, souvent, c'est pas... on n'y pense pas, quoi. Il n'y en a pas assez le matin parce qu'on n'a pas l'habitude de manger 150 ou 200 grammes de protéines le matin, il faut dire la vérité. 150 grammes, ça fait beaucoup. Il suffit de 30-40 grammes. Moi, je suis resté sur le docteur de labo. Mais et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans votre livre, vous avez une bonne explication de comment utiliser, quand on est un sportif de haut niveau et d'endurance, les index glycémiques. Oui, alors l'index glycémique, c'est la façon dont on a mesuré l'impact réel des aliments glucidiques qu'on mange sur notre glycémie, c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang. Et il faut occulter les sucres complexes et les sucres simples qu'on avait avant, puisqu'ils ne traduisent pas réellement ce qui se passe dans notre organisme. L'index glycémique, lui, on a mesuré vraiment l'impact de chaque aliment, et donc on connaît l'index glycémique de chaque aliment, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la glycémie monte et la hauteur de la glycémie maximale. Et ce qui fait qu'on connaît l'impact sur l'insuline. Or, si ça monte vite et haut, l'insuline va monter vite et haut, et donc l'insuline, elle va faire quoi ? Elle va dire, je me vais stocker plein de glucides, donc elle va mettre plein de glucides en réserve, et qu'est-ce qui se passe ? On fait une hypoglycémie derrière, et donc on a faim vite et précocement. Alors que si on a pris un aliment à index glycémique bas, la glycémie monte lentement, l'insuline monte lentement, et du coup, il n'y a pas cette descente rapide de la glycémie, il n'y a pas cette hypoglycémie, et l'hypoglycémie, c'est un signal de la faim. Donc, on n'a pas cette faim qui revient précocement. Donc, c'est important de bien choisir ce repas. Okay. Est-ce qu'il y a des aliments amis ? Alors, on va prendre, c'est la mode, les algues, spiruline. On peut en prendre. Tous ces aliments qu'on dit booster votre ramadan. Alors, il y a plein de sites maintenant qui disent les éléments qui vous aident à booster votre ramadan. Alors, il n'y a pas d'aliment miracle. Déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'aliment miracle. Par contre, il y a des aliments catastrophiques. Les sodas, les jus de fruits, les jus de fruits, si on boit 1 litre de jus d'orange au sahur, là, ça va être très très compliqué de maintenir sa glycémie et de ne pas avoir faim dans la journée. Donc, en gros, il faut retenir qu'il faut manger vrai. Si on prend des vrais aliments, on a beaucoup moins de risques d'avoir un aliment à index glycémique élevé. Tous les aliments transformés vont perturber fortement la glycémie et l'insulinémie. Donc, voilà, manger vrai. Je mange des légumes que j'ai cuisinés, je mange des fruits frais et pas des jus de fruits, c'est complètement différent. Je mange de la viande que je cuisine, je mange des noisettes, des amandes, un vrai repas, quoi. On parle de sport, faire du sport, pratiquer le sport pendant le mois de Ramadan avec un spécialiste qui est le professeur. Je sais pas pourquoi je vous donne le docteur Fabrice Koun qui est avec nous, médecin du sport. Vous avez suivi les équipes de France d'haltérophilie pendant 10 ans et vous avez un blog d'ailleurs où on peut vous lire, vous recensez beaucoup de recettes et vous avez également coécrit un livre qui s'appelle 101 recettes pour les sports d'endurance aux éditions Thierry Soucard. C'est vrai que pendant le mois de Ramadan, en tout cas pendant les débuts du mois, il y a beaucoup de crampes
et ça, c'est mon moment crampe. Qu'est-ce qui est bon pour faire passer une crampe ? Alors, qu'est-ce qui est bon ? Chez le sportif, la première chose, c'est que les crampes, il faut s'entraîner. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas remarqué chez le sportif d'explication minérale, ionique aux crampes. C'est pas un déficit en sodium, c'est pas une déshydratation, c'est pas un déficit en magnésium, c'est pas un déficit en calcium. Aucune étude n'a montré ça. C'est plutôt que ceux qui font des crampes se retrouvent dans une fatigue neuromusculaire à laquelle ils ne sont pas habitués. Donc, en fait, peut-être qu'à ce moment-là, on se retrouve avec un cumul de la fatigue, du manque de sommeil, parce que c'est un des problèmes aussi du ramadan, c'est le manque de sommeil. C'est le problème. Ouais. Et que c'est ce qu'on remarque sur les études scientifiques sur la baisse des performances qui peut arriver. Effectivement, une grande partie est due au manque de sommeil. Donc, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller chercher la cause des crampes plutôt que d'un défaut d'alimentation et d'un défaut de magnésium, de calcium. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à son magnésium, son calcium, son potassium, son sodium et son hydratation, parce que ce sont des choses qui participent au bon fonctionnement de l'organisme et au bon fonctionnement du muscle, mais à l'heure actuelle, ça n'a pas été identifié comme cause des crampes à l'effort. Je vous écoute et il y a la phrase je ne sais plus qui dit ça, qui est la guerre se gagne dans les plans. Et je me dis, c'est Sun Tzu. Voilà. Et je me dis, quelle est la part de la... Il y a Steve aussi. Ouais, il y a Steve aussi. Je pense qu'il cite. Ouais. Et du coup, je me pose la question, quelle est la part de la préparation dans tout ce que vous dites, en fait, pour le mois de Ramadan en tant que sportif, parce que quand on s'entraîne normalement, quand on s'entraîne bien, on a un plan déjà d'entraînement. Mais du coup, est-ce qu'on doit adapter également le plan de nutrition, le plan de sommeil, comment on fait ? Alors, il faut programmer l'entraînement, c'est toujours important. Pour le Ramadan, ce dont on se rend compte, c'est qu'il faudrait programmer 15 jours en avance. Okay. En sachant déjà qu'un sportif régulier est déjà pré-programmé. Ouais. D'accord ? Déjà, il va mieux tolérer le jeûne, il va faire moins de risque d'hypoglycémie parce qu'il a appris à utiliser les graisses plutôt que le glucide, il va moins se déshydrater parce que son organisme s'est déjà préparé à ça. Donc, déjà, s'entraîner bien en amont, ça pré-programme. Ensuite, pendant 15 jours, il faudrait commencer à s'adapter au niveau du sommeil et au niveau de l'alimentation, en faisant parfois un peu de période de jeûne, déjà pour préparer notre organisme à utiliser un peu plus de graisse. Ensuite, au niveau de l'entraînement, il y a deux solutions. Soit j'ai le temps et j'arrive à m'organiser vraiment pour conserver un entraînement à peu près similaire à ce que je faisais avec la durée et l'intensité des efforts. Et là, je n'ai pas énormément de modifications à faire. Soit je travaille et je n'ai pas le temps de le faire, ce qui est la plupart du cas. Donc, on va s'organiser un petit peu différemment parce qu'on va avoir moins de temps de récupération, on va avoir moins de temps de sommeil et on va avoir une alimentation qui ne va pas être tout à fait la même. Donc là, il va falloir adapter notre entraînement et peut-être faire un peu comme un affûtage. C'est-à-dire qu'on va conserver les qualités essentielles, les séances essentielles pour notre activité. C'est-à-dire, par exemple, si on a une grosse séance de course à pied, peut-être plutôt que de faire 1 heure en mettant beaucoup d'intensité, on va garder beaucoup d'intensité, mais on ne va pas faire 1 heure, on va faire 45 minutes. Okay. D'accord ? Donc, on va aller moins piocher dans nos réserves, on va aller moins se déshydrater, on va aller moins se fatiguer, donc on va récupérer plus vite. Mais comme un affûtage, on conserve nos qualités. En fait, l'affûtage avant une compétition, c'est une quinzaine de jours durant lesquels on va essayer de faire deux choses. D'une part, de récupérer de la fatigue qu'on a créée à l'entraînement, d'accord ? Mais en conservant nos qualités. Donc, c'est un compromis qu'on va faire. Et pour faire ça, on baisse la durée, on conserve la fréquence des entraînements, on baisse leur durée, mais on conserve aussi leur intensité. Donc là, c'est un petit peu la même chose qu'il faut faire. Sauf qu'un affûtage, c'est dégressif. Là, on va essayer de conserver un petit peu la même chose. Donc, on baisse la durée, on conserve l'intensité et on essaie de conserver la fréquence. D'accord. Donc, temps de préparation pour mettre en place cet affûtage. Voilà. Enfin, c'est l'affûtage. Ça, c'est l'affûtage. Non. Ce que je dis, c'est que le mois de Ramadan est comme un affûtage, mais sur 4 semaines au lieu d'être sur 2 semaines. D'accord. Okay. D'accord. Okay. Et c'est là où, du coup, on va conserver les qualités sans essayer de progresser, mais en conservant ces qualités. D'accord. Et c'est peut-être la chose qui est la plus facile à faire. D'accord. Est-ce qu'on peut se servir de ce mois
comme d'un mois qui permettent au final d'accroître les performances? Alors, il y a deux choses. Stratégiquement, on se rend compte que on peut perdre, souvent on perd sur le mois du Ramadan chez des athlètes, on peut perdre jusqu'à 1 kg, 1,5 kg, ce qui n'est pas énorme mais qui peut être intéressant. Le problème, c'est qu'il y a une partie de ça, c'est de la déshydratation. Donc on va le récupérer rapidement. En fait, on ne va pas faire progresser les performances. Le métabolisme, il va être un petit peu adapté. On va consommer un peu plus de gras. Mais comme il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, comme la fatigue, on n'améliore pas les performances. Par contre, on peut en profiter pour ne pas les perdre, ou alors pour aller faire une phase de repos, on va dire un peu psychologique, et pas être tout le temps dans l'entraînement comme on l'était avant. C'est-à-dire qu'il faut le visionner un petit peu autrement. Après, certains athlètes arrivent à conserver leur qualité, mais ce sont des athlètes qui arrivent à faire la sieste, qui arrivent à s'organiser pour ça, et qui ont une pratique un peu plus tournée vers le sport, vers la performance, et qui ont un peu moins de contraintes professionnelles. Quel est l'impact du jeûne sur l'entraînement de ceux qui vont et qui font de la musculation à la salle, sur notamment l'entraînement en résistance? Alors, le problème du Ramadan dans ce cas-là, c'est que si on a un déficit en glucides, on va être obligé d'aller piocher dans des réserve d'énergie, et souvent cette réserve d'énergie, c'est les protéines. Donc si on baisse trop l'apport glucidique, on va brûler nos protéines pour faire notre entraînement, et ça c'est pas une bonne idée parce qu'on perd la masse musculaire. Donc il y a des judokas, par exemple, j'ai vu une étude avec des judokas, je crois qu'ils étaient tunisiens mais je ne sais plus, qui avaient perdu 600 grammes de masse musculaire durant le Ramadan. Donc c'est un petit peu conséquent quand même. Mais si on a réussi à avoir l'apport glucidique suffisant, et si on conserve un signal de progression musculaire, c'est-à-dire si on fait de la musculation, on va réussir à conserver nos qualités musculaires. Donc, l'entraînement en résistance, la musculation, n'est pas du tout contre-indiqué. Au contraire, ça permet de préserver sa masse musculaire à condition d'avoir un apport protéique pour suivre et pour compenser. Alors, dans votre livre, vous donnez des recettes de boissons de l'effort. Vous faites des malto TMC, par exemple. C'est thé, miel, citron. Oui, alors ce qu'on a essayé, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, les athlètes essayent... les boissons de l'effort, on n'en achète pas toujours. C'est l'idéal parce que c'est bien construit. Elles ne sont pas toutes parfaites, mais enfin, elles sont plutôt pas mal construites. Mais ça coûte cher, donc on essaye de faire ces boissons soi-même. Alors, il y en a certains qui partent avec du thé et du sucre. Il y en a certains qui partent avec du sirop de grenadine et de l'eau. Il y en a qui partent avec du jus de fruits dilué. En fait... une boisson de l'effort doit être isotonique, c'est-à-dire qu'elle doit être aussi concentrée en minéraux, en vitamines, que notre sang. Sinon, elle est mal absorbée. Ou alors, elle doit être un petit peu moins concentrée que notre sang. Si elle est trop concentrée, comme un soda par exemple, elle va perturber notre digestion, créer des troubles digestifs. Donc, nous, on a imaginé des boissons apportant suffisamment de glucides, mais suffisamment concentrées comme notre sang, pour être efficace. Et pour cela, on est obligé de passer par une dilution de jus de fruits ou un thé ou à apporter d'autres produits. Ce que vous faites, vous faites des milkshakes de la récup, enfin pas mal de boissons. Hein. C'est-à-dire que oui, j'aime bien essayer de profiter des vrais aliments pour manger et autour de l'effort. Donc il y a des choses qui sont importantes. En compétition d'importance, je ne partirai pas avec une boisson que j'aurais reconstituée moi, mais je partirai avec une boisson de l'effort fabriquée par quelqu'un, par une marque qui sait y faire, parce que c'est très difficile de faire la même chose soi-même, mais tant que je peux faire autrement et apporter par des vrais aliments, c'est l'idéal. Vous jeûnez combien de jours par an en fait? Aucune idée. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où j'ai besoin d'améliorer un peu mon métabolisme pour utiliser du gras, et là je vais le faire 1 ou 2 fois par semaine. Et puis je le fais de façon différente. Parfois c'est juste que je m'entraîne le matin, mais je ne vais pas récupérer avant le repas du soir, donc je ne vais pas manger avant le repas du soir. Parfois je m'entraîne le soir et je ne mangerai pas avant le lendemain matin. Parfois je m'entraîne le matin et je m'entraîne le soir sans manger entre les deux. Et parfois je fais du jeûne sans rapport avec le sport. Ce que j'aime bien faire, c'est commencer... Mais pourquoi en fait? Est-ce que ça veut dire que finalement, jeûner, ça commence par la tête? Oui, une grosse partie, ça commence par la tête, oui, parce qu'on est vraiment socialement
conditionné pour manger matin, midi et soir. Donc c'est vrai que quand je parle du jeûne intermittent, il y a des gens, mais moi je peux pas. Mais si, tu peux le faire, simplement tu es conditionné par, et la technique que j'ai trouvée, moi, c'est de faire autre chose à ce moment-là. Au lieu du repas de midi, quand je veux ne pas manger, je fais autre chose. Alors soit je travaille, soit je vais faire du sport, mais je fais autre chose à ce moment-là, ce qui me permet de franchir ce cap. Il y a une grosse partie, c'est du conditionnement. C'est ça qu'il faut expliquer. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas pouvoir tenir 30 jours, hein, mais parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir y arriver, tout simplement. Oui, mais parce que, alors c'est vrai qu'il y a un conditionnement métabolique, parce qu'ils ne mangent pas bien le matin et donc ils se retrouvent à avoir faim le midi. Il y a un conditionnement psychologique, parce que dans notre société, quand on dit je ne prends pas le petit déjeuner, c'est presque un crime. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut sauter tous les petits déjeuners. C'est-à-dire que simplement, il faut des fois savoir écouter sa faim. Est-ce que j'ai faim ou pas ? Moi, ça m'arrive le matin, j'ai pas faim. Bon, j'ai pas faim, je mange pas, je mangerai ce midi. Mais il y en a qui vont se lever, la première chose, c'est même pas de se poser la question, est-ce que j'ai faim ou pas ? Non, je vais aller déjeuner. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je sais pas si j'ai faim ou pas. C'est l'heure. Ouais. C'est simplement l'heure, en fait. C'est ça, c'est de dire, voilà, c'est midi, c'est l'heure de déjeuner. Comment on fait à la fin du jeûne, de cette période de 30 jours ? Comment on se réalimente, en fait ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire le plus naturellement possible. Et manger vrai. Et de toute façon, je pense que ce qu'il ne faut pas, c'est retomber dans les travers qu'on avait avant. Back to reality. Voilà, si on dit, je vais manger... je me suis privé. En fait, ce qu'il ne faut pas se dire, c'est je me suis privé, je vais me rattraper. Je me suis pas privé, j'ai bien mangé parce que j'ai mangé de la qualité et j'ai pas besoin de me rattraper. Je vais remanger de la bonne qualité aussi. Le docteur Fabrice Kuhn, notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes co-auteur de 101 recettes pour les sports d'endurance aux éditions Thierry Soucard, un éditeur engagé. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Avec plaisir. Merci Patrick. On réécoute l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé de mois de Ramadan sur Beurre FM.